Alors on va commencer, je m'appelle Sébastien Piguet, je suis président de Suisse Linux d'Ultishort et membre du comité d'Aticom dans le cadre de cette présentation. Donc on va discuter déjà de comment protéger sa vie privée dans un navigateur web, parce que sur internet on laisse beaucoup de traces, comment en laisser un petit peu moins. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc avant de commencer, on va se mettre d'accord sur 2-3 choses. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur web? Qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas. Firefox, Chrome, Voilà. etc. Donc voilà, donc ça c'est le nom de certains navigateurs web. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors c'est pas un moteur de recherche, un moteur de recherche c'est... Mais effectivement, il va interpréter, donc c'est un programme qui va recevoir des tas de lignes globalement incompréhensibles. Si on va juste sur une page au hasard. Hop. Tout à fait au hasard. Ah, je sais plus. Voilà, donc il affiche le site web bon, tout petit parce que la résolution n'est pas très grande. Et lui, en fait, il a reçu tout un tas de charabia, du HTML, du CSS, du JavaScript, et il a transformé tout ça en quelque chose de compréhensible. Il a envoyé déjà notre demande et il a interprété et traduit tout ça en quelque chose de clair et de lisible. C'est le site là d'Aticom. Voilà. Donc c'est un programme qui va aller rechercher et vous afficher le site en question. HTTP, HTTPS, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui? Alors HTTP, c'est le langage protocole de communication Voilà. qui n'est pas sécurisé. Et S, qui est sécurisé. Exactement. Alors HTTP, bon, pour la traduction, c'est Hypertext Transfer Protocol. En gros, il transfère du texte, donc c'est de la partie qu'on a vue avant. Et c'est effectivement, quand on remplit n'importe quel site internet, là on voit pas, mais c'est marqué HTTP avant, c'est la partie internet, enfin c'est ce qu'on appelle le site internet, c'est du HTTP. Le HTTP, donc c'est la demande, c'est du texte qui part et qui revient. Tous les intermédiaires pourraient la modifier s'ils avaient une intention quelconque. Et le S, ça fait d'abord un lien sécurisé entre nous et la destination. Donc là, tous les intermédiaires ne peuvent plus rien faire. C'est la version sécurisée. Et c'est exactement la même chose. Et je n'ai rien à cacher dans une conférence où on va parler de la vie privée, forcément. Ça va pas. Ça va pas, on a toujours quelque chose à cacher. Donc c'est l'accumulation d'informations sur nous qui peut poser des problèmes. Des petites informations à chaque fois qui peuvent amener à des situations problématiques. La situation politique peut avancer aussi. Les situations politiques peuvent bouger et quelque chose qui n'était pas problématique, aujourd'hui pourrait le devenir dans quelques temps. Et voilà. Donc les outils de suivi. À votre avis, qu'est-ce qui est utilisé pour qu'on puisse vous suivre, vous traquer, comprendre vos habitudes sur Internet? Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose? Oui? Il suffit justement de mettre un mouchat dans une page web et on sait combien de temps vous passez du temps sur la lecture de votre page et éventuellement utiliser ce qu'on appelle des cookies qui permet de mettre des
variables sur votre ordinateur et lire à l'échéance de savoir qu'est-ce que vous faites sur Internet. Voilà. Pour apprendre vos habitudes et pour justement proposer quelque chose qui vous correspond. Voilà. Pour essayer de deviner le comportement, les habitudes des gens. Ils ont réussi à aller très loin. Donc Google prétend pouvoir deviner plusieurs semaines avant une femme qu'elle est enceinte, mais avant elle-même. Donc la même chose pour le cancer, ils arrivent à savoir quelques mois avant la personne, avant que le diagnostic soit posé, que la personne a un cancer. Il y a des études qui démontrent dans ce sens-là, donc ça va très très loin dans l'étude du comportement, à un point qu'on imagine assez peu, qu'on n'imagine même pas du tout. Donc les outils, on en a parlé. Le principal, c'est les cookies. Les cookies, c'est simple. À la base, l'idée, c'était de mettre, quand vous allez sur un site, vous choisissez votre langue, et quand vous y retournez, vous ne la choisissez plus parce qu'il l'a enregistrée dans un cookies. La dérive, c'est que maintenant, ils enregistrent un numéro unique dans votre ordinateur, et à chaque fois que vous revenez sur le site, ils sont sûrs que c'est vous avec votre ordinateur. Même si vous êtes délogué, ils arrivent à faire le lien. Si vous n'êtes pas connecté sur le site, ils arrivent à faire le lien avec vous, parce que vous avez ce code unique qui est enregistré dans les cookies. C'est le moyen le plus sûr pour eux d'être sûr que c'est vous. Après, il y a les comptes utilisateurs. Donc, quand vous vous connectez pour aller lire vos mails sur Google, sur Gmail, c'est très pratique. Quand vous faites une recherche, ils peuvent la lier à votre compte. Quand vous allez sur un site partenaire, voilà, ils peuvent aussi la lier à votre compte parce qu'ils arrivent à faire toute la chaîne. Donc si vous allez sur un site qui a des pubs Google ou comme ça, ils arrivent à savoir que vous êtes allé sur ce site et à l'ajouter à votre profil de consommateur. L'empreinte du navigateur, c'est un tout petit peu plus subtil. Le navigateur, au moment où je demande une page, typiquement là sur l'autre fenêtre, j'ai demandé aticom.ch, il a envoyé une liste d'informations sur mon navigateur, typiquement la langue, la version du navigateur, ce genre de choses, on peut aller voir. On va regarder. Il faut recharger. On prend la première demande et on voit que notre ordinateur il a envoyé ce qu'on appelle des entêtes. Alors, ça si on les cumule tous ensemble, ça génère une signature du navigateur qu'on peut appeler une empreinte. Et là aussi, des études ont démontré que un navigateur configuré normalement, c'est à peu près 1 sur 1 million de personnes. Donc, si en plus on limite ça par pays, ça veut dire qu'en Suisse, ils arrivent à distinguer, à mélanger. Il n'y aurait que 7 personnes qui se mélangent que en se basant sur l'empreinte. Et ça peut monter beaucoup plus haut au fur et à mesure que vous rajoutez des options dans votre navigateur, des plugins, des choses comme ça. Ben, ça peut monter très très haut, à plusieurs milliards. Donc vous êtes unique, ça peut laisser une empreinte pratiquement unique. C'est quoi l'empreinte exacte? Quels sont les programmes qui font l'empreinte? Ah, il y a les programmes qui font comme ça. L'empreinte, c'est simplement la somme des entêtes qu'on envoie. Il y a l'OFF qui a fait un site qui calcule votre empreinte. Et puis les Google ou Facebook, enfin les gros, vont pouvoir utiliser ces informations-là pour vous identifier. Donc même si vous effacez les cookies, ils arriveront à repérer que c'est votre navigateur parce qu'il a exactement la même somme d'entêtes, enfin c'est exactement le même en-tête. Donc ils arrivent à dire que très probablement c'est la même personne. Et ils peuvent quand même coupler au profil consommateur les informations qu'ils récupèrent. Exactement. Alors on peut. On va voir. Un peu. De la réponse. Alors, l'entête envoyée, bon, on en voit que j'envoie à aticom.ch, ça c'est. Voilà, que j'ai un Mozilla 5 sur un Linux 64 bits version 38. Là, il y a le numéro de la révision, voilà. C'est l'identification du navigateur. Qu'est-ce qu'il accepte? Du HTML en général, du XML, ce genre de choses. Les langues que j'accepte, donc le français, l'anglais, avec des niveaux de priorité.
si j'accepte que ce soit compressé ou pas, et puis les types de connexion, et voilà. Donc il envoie tout ça, et en se basant là-dessus, ils arrivent à identifier une personne juste avec ces informations-là. Si vous changez les langues que vous acceptez, si vous rajoutez des plugins, des fois typiquement Flash, c'est un en-tête de plus en disant j'accepte Flash. Et ce genre de choses. Et ça rend votre signature encore plus unique que celle-là qui est encore assez générique. Parce que c'est un Firefox non configuré, tout neuf, tout beau. Donc là, il faut des Linux 64 bits en version 38 avec Iceweasel. C'est relativement unique parce que c'est une version bêta de Firefox sur Debian. Donc ça limite quand même le... Il y a assez peu de personnes qui auront la même signature que moi, déjà là. Alors que j'ai rien configuré dedans, il est neuf, ce Firefox. On peut peut-être faire... Les connexions? Tout à l'heure, il garde la connexion allumée si jamais je veux redemander une nouvelle page. Il n'a pas besoin de refaire une nouvelle connexion. C'est pour gagner du temps au niveau de l'utilisation du réseau. C'est quoi, c'est par rapport aux anglais, c'est ça? Que je rajoute un onglet, ça... Non, ça c'est une option technique. C'est pour dire que ma configuration du réseau permet de garder un lien activé même s'il y a peu d'informations qui passent dedans. Comme ça, les informations reviennent plus vite. Ça c'est purement technique. Normalement c'est activé par défaut. Je vais juste... je peux pas. Voilà. Donc, c'est pratique. Hop. Planet Typique, c'est le site de l'EFF qui permet de tester à quel point ma demande en fait est unique. Et on va juste voir. Voilà. Donc ils arrivent à m'identifier, moi tout seul, parmi 6 147 524 personnes. Donc on peut mettre 6 millions de personnes, ils arriveront à dire ça c'est ta requête. Et si on en met un peu plus, il y a des chances que à 12 millions, ils auront un doute entre deux personnes. Donc c'est quand même assez énorme comme moyen d'identifier et de pouvoir ajouter. Là, on envoie même là, il y a les plugins, justement. Shell, il y a tout ça en plus. Là, il détaille tout ça. Voilà. No Flash, no Java. Donc ne pas avoir les extensions, ça permet aussi d'identifier. De ce point de vue-là, oui. Il y aura d'autres problèmes qui vont se poser, mais effectivement, bon, Internet Explorer n'est plus le navigateur le plus utilisé depuis un petit moment, donc en fait non. Voilà. Il y a les boutons réseaux sociaux aussi qui permettent de vous identifier, donc ça inclut une petite image, mais cette image elle est chez Facebook, donc pour charger l'image dans n'importe quel site, vous allez envoyer un message à Facebook en disant voilà, je visite tel site, j'ai besoin de l'image. Donc Facebook va pouvoir savoir quel site vous visitez, à quelle heure, à quelle fréquence. Facebook et Twitter, ils font tous la même chose. Google+, pas de racisme, il en faut pour tous. Ils font la même chose et ça leur permet de compléter leur profil consommateur et après de revendre vos informations un peu plus cher parce qu'elles sont plus précises. Et la dernière chose, un peu plus vicieuse, c'est exactement le même concept que les boutons sociaux, seulement c'est des pixels invisibles, c'est un pixel transparent de 1 sur 1.
qu'on peut voir très souvent et qui permet justement de pouvoir faire ce suivi. Google l'utilise dans le cas d'Analytics. Donc ça vous charge une petite image transparente, mais ça suffit, ça fait une requête sur les serveurs de Google, du coup ils savent quel site vous visitez, quelle page, quelle fréquence, et après ils peuvent faire des statistiques, des jolies choses. Mais accessoirement, ça complète le profil consommateur. Ça, c'est les solutions les plus courantes pour réussir à suivre quelqu'un et à compléter son profil et à accumuler quantité d'informations. Donc la première chose, effectivement, comme on l'évoquait, c'est de bien choisir son navigateur. Alors, ça, c'est les 5 plus utilisés du moment. Il y a beaucoup de variantes de chacun de ceux-là qui existent. On peut effectivement montrer la liste. En fait, voilà, il y a 3 moteurs couramment utilisés. Et ils utilisent tous un des 3. Ça c'est après le technique, mais c'est le moteur seulement, il y a tout le programme qui va autour qui compte aussi. Alors, voilà. Wikipédia a fait, quelqu'un a fait une magnifique ligne avec tous les navigateurs qui existent, tout l'historique, vous pouvez retracer les versions. On peut juste voir que maintenant il existe un nombre. Alors, vu qu'elles ont le même moteur, elles sont reliées du coup en branches entre elles. Le nombre affolant de navigateurs différents qui existent. Donc, on a Chrome qui apparaît ici. Lidori, il y en a énormément. Vous avez largement le choix du navigateur. D'après vous, quels sont les critères pour bien choisir un navigateur? Alors oui, clairement c'est un critère. Maintenant il existe un standard qui s'appelle l'HTML et on peut espérer que tous adoptent ce standard et maintenant ça marche bien. Ça marche mieux. Internet Explorer jusqu'à la version 8 le respectait qu'à moitié. Maintenant à peu près tout le monde se cale sur l'HTML5. Oui. Aussi, ça dépend aussi de matériel qu'on utilise. Par exemple, moi à la maison, j'ai un Chromecast sur la télévision. Pour diffuser des pages ou des films sur la télévision, je suis obligé d'utiliser Chrome. Je ne peux pas passer ce plugin pour utiliser le Chromecast. Il n'existe pas sur Firefox, sur d'autres appareils. Voilà, mais après, sur quel manuel? Mon appareil que j'ai à la maison, je suis conditionné à un navigateur. Voilà, vous êtes enfermé dans un modèle de navigateur. Ouais. La réactivité, la performance, globalement, les performances sont un critère. Il existe des comparatifs, il y a des avantages dans certaines situations pour l'un ou pour l'autre. Il faut regarder si vous utilisez beaucoup d'onglets par exemple. Chrome est beaucoup moins efficace. Par contre, si vous utilisez peu d'onglets, il est très efficace. Il faut regarder sur internet, il y a des comparatifs selon votre usage, ce qui correspond le mieux. Vous voyez pas autre chose comme ça? La sécurité. Comment on juge la sécurité? Comment on évalue à peu près, là. Alors, on peut simplement déjà se renseigner un peu sur internet, hein, mais oui. Est-ce que la stabilité du code peut rentrer en ligne de compte? Ah bah clairement pour la sécurité, en tout cas pour le biais de la sécurité, la stabilité du code entre en ligne de compte, le nombre de mises à jour aussi. Regardez s'il y a beaucoup de mises à jour de sécurité ou pas. Et puis, je dirais le nombre de personnes qui modifient le code. Ça rentre clairement en ligne de compte. Et qui n'est pas fait délibérément. Pardon? Ouais, c'est pas...
Non, ça n'existe pas, surtout sur Internet où il y a énormément de situations, énormément de cas, on ne peut pas tout prévoir. Il y a forcément des défauts. Il faut juste essayer de les combler. Donc on a... Ici on a les 5 plus connus. Internet Explorer, édité par Microsoft, mis à jour une fois par mois par Microsoft dans les mises à jour du système. Et donc, a priori, il n'y a que eux qui ont accès au code et qui peuvent l'améliorer, l'éditer. D'ailleurs, on a bien vu avec toutes les versions d'Internet Explorer jusqu'à toutes les dernières où elles ne respectaient pas le standard. Du coup, dès qu'on avait des sites qui s'affichaient mal sur Internet Explorer, ou l'inverse, des sites qui s'affichaient que sur Internet Explorer, on en avait aussi. Là, le nom m'échappe. Safari. Pardon, merci. Safari, édité par Apple, mis à jour par Apple assez régulièrement, bien que sur certaines failles, ils aient mis beaucoup de temps à les corriger. Ça, c'est un autre débat. Il est basé après sur la même base que Chrome. Les deux ont le même moteur. Donc, au niveau de l'affichage des sites, vous ne devriez pas avoir de différence entre les deux. Dans les performances, il y a un petit peu. Opera est en train de disparaître, gentiment. Les parts de marché se réduisent à vitesse grand V. C'est... Voilà. Ils ont abandonné Presto. Qui était le moteur d'Opera. Qui était le 4e moteur. Ouais, ça je sais plus. Mais, ouais. Opera du tout. C'est Oracle. Ça a été racheté. Non, c'est Opera même. Opera, c'est entièrement libre. Leur entreprise est essentiellement d'argent en fabriquant des browsers pour les smart TV en fait. Voilà. Ouais. Les produits comme Samsung utilisent dedans pour faire leur smart TV, les produits d'Opera, et aussi des produits comme Nintendo, la Wii, des codes d'Opera à l'intérieur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils finançaient le moteur gratuit. C'était gratuit, mais c'était pas libre. C'était pas libre. Enfin, c'est toujours pas libre. C'est toujours gratuit, mais ils ont un peu arrêté ce type de développement en prenant un autre moteur qui était beaucoup plus simple à développer. Voilà. Donc il y a Firefox qui est né depuis les bases les cendres de Netscape, Netscape Browser, Netscape Navigator. Pour la petite anecdote, on appelle un navigateur web un navigateur parce que Netscape s'appelait Netscape Navigator et c'était le premier navigateur grand public. Au moment où Internet se démocratisait, c'était le navigateur le plus utilisé. Et en fait, c'est Netscape Navigator qui a donné son nom au navigateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un navigateur. C'est un peu Netscape. Et au moment où ils ont fait faillite, ils ont libéré le code. Après, il y a la Mozilla Foundation qui a repris, qui étaient des anciens employés qui ont recréé ça. Et ils ont fait Mozilla Firefox en 2005, sauf erreur. Et qui depuis n'arrête pas de grandir. C'est un franc succès. Et Chrome, qui est donc édité par Google, donc qui a la même base que Safari, qui a la même base que la base est libre aussi. Chrome est développé, en fait, c'est une version qui s'appelle Chromium, que vous pouvez installer. Ça ressemble beaucoup à Chrome, c'est la version de développement de Chrome, seulement au moment où Chromium devient Chrome, Google rajoute plein de choses dedans, et du coup ne montre plus le code. Donc on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. On sait qu'il rajoute le lecteur de PDF, le lecteur Java. On n'a plus besoin de Flash quand avec Chrome, elle est intégrée dedans. Et ça, c'est une brique qui n'est pas dans Chromium, c'est pas libre. Et on sait aussi que directement dans le navigateur Chrome, ils suivent l'utilisateur. Chrome rapporte à Google quel site vous avez visité. Ça a été démontré. Et vous trouvez des informations sur le sujet sans problème sur Internet. Chromium n'a pas ces parties-là. Il est plus dur à installer, il est un petit peu moins... Il y a moins de publicité, mais techniquement c'est le même. Il y a quelques briques en moins. On trouve facilement la documentation sur Internet.
Donc voilà. Pour un choix purement sécurité, donc le but c'est quand même pouvoir... S'il y a un maximum de monde qui lit le code, on peut espérer que la sécurité soit meilleure. Oui. Les Chromium, c'est développé Par Google. Chromium aussi. Oui. Ok. En fait, c'est la base de développement. C'est là-dedans qu'ils développent Chrome. Et au moment où ils disent c'est bon, ça marche chez Stan, ils le transforment, ils appellent ça Chrome, et ils rajoutent 2-3 choses dedans, enfin une liste non communiquée de choses. On ne sait pas exactement quoi. Pas tout. De choses dedans, et ils appellent ça Chrome, et c'est plus Chromium, c'est la version propriétaire du navigateur. Pour leur système d'exploitation, ils ont fait la même chose. Il y a une version libre qui s'appelle Chromium OS, qui est libre, et dans les appareils qui vendent, enfin, via les partenaires, ça s'appelle Chrome OS, et il y a une différence entre les deux, et des gens s'amusent toujours à chercher qu'est-ce que fait exactement ces différences. Mais a priori, il y a la même problématique de suivre l'utilisateur. Donc, j'aurais tendance à dire que les navigateurs libres sont plus sûrs, parce qu'il y a plus de monde qui vérifie que ça fonctionne comme ça devrait, et que ça ne rapporte pas des données excessives aux fabricants. Firefox se démarque parce qu'il est lié à aucun géant d'Internet derrière. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu à part. Maintenant, voilà, il a des soucis de performance quand on utilise très peu d'onglets. Si vous utilisez beaucoup d'onglets, Firefox est fait pour vous. Mais il faut voir selon les autres critères. Ce qui arrive gentiment, c'est que ça va de plus en plus vite. Par contre, il y a un fonctionnement de base qui est différent. Firefox, c'est un seul programme. Dans chaque onglet se charge dans la mémoire du même programme. Alors que Chrome, visuellement c'est la même chose, mais fonctionnellement, il charge un nouveau programme à chaque onglet. Donc sur le fonctionnement de base, il y a une différence comme ça qui va avoir des avantages dans certaines situations, des inconvénients dans d'autres. Donc il y a, voilà. Dans le cas du beaucoup peu d'onglets, typiquement si on n'a que ça comme critère, Firefox est très fort quand il y a beaucoup d'onglets parce qu'il peut grouper l'usage de certaines informations. Alors que Chrome, vu que par onglet, il a un nouveau processus, il ne groupe pas, donc avec beaucoup d'onglets, il devient très problématique. Et alors, est-ce que la perception de performance de Chrome a évolué? Des enfants clairement. Commencer Clairement, alors Chrome utilise beaucoup de... Ça va pas vite, je pense, Chrome, et évidemment, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Chrome utilise beaucoup de subterfuges pour faire semblant d'accélérer la navigation. C'est assez redoutablement efficace, et oui, c'est vrai que ça marche bien. Ce qu'il fait, c'est qu'il charge des informations des pages suivantes en estimant où vous voulez aller après. Donc il les charge déjà dans le navigateur. Si vous allez ailleurs, il les aura chargés pour rien. Mais ça permet, si vous y allez effectivement, de charger beaucoup plus vite les informations. Enfin, de les afficher beaucoup plus vite. Il aura mis autant de temps à les charger, c'est juste qu'il l'aura fait à la page d'avant. Mais... Aussi le choix où il faut. Par exemple, un vaste qui la première fois que oui, alors bon, ça... si on décoche pas Chrome, on a... Alors ça, c'est des partenariats entre les... Oui. Et quand on installe Flash, il y a McAfee qui vient toujours aussi avec. Ce qui pose des problèmes à pas mal de monde, mais voilà. C'est des accords, il faut faire attention quand on coche. Le souci avec Chrome de développement, c'est qu'il n'accepte plus Java. J'ai quelques sites Il n'accepte plus Java. Chrome, Java, Chrome a intégré Flash, donc avec une version un peu bizarre, donc des fois il y a certains sites qui ne marchent plus que Flash, mais avec Java, normalement, il n'y a pas de modification. Après, voilà, c'est des cas particuliers. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème, une mise à jour d'un côté ou de l'autre? Il faut regarder. Mais... Il y a un message. Ah.
Ils ont enlevé Java. Chrome a supprimé Le support de Java. le fonctionnement de Java. C'est une bonne idée. C'est les mêmes paradigmes de Java. Chrome OS, c'est les mêmes paradigmes de Java. Donc, si on Oui, a alors dans Chrome Chrome OS, oui, ça c'est sûr. on peut pas l'appeler ici dans Java. Bon, Java est très lourd, il apporte tout un tas de problèmes de sécurité avec lui. J'ai regardé l'année passée les alertes de sécurité. Adobe avec Flash et Oracle avec Java, ils étaient à 3 fois plus d'alertes de sécurité que Microsoft et Apple cumulés, alors qu'eux ils ont des systèmes complets derrière. C'est vraiment du coup c'est un vecteur d'attaque qui est assez énorme. Donc c'est une grosse faille de sécurité, aussi bien Java que Flash. Ils essayent de mettre des bouts de scotch autour, mais voilà. Ça tient aussi bien qu'un bout de scotch. Il faut que ça vienne passer avec l'extension NoScript. Alors, NoScript est un peu violent, mais oui, ça coupe aussi JavaScript, ça peut couper JavaScript. Et ça, c'est quand même très utile, surtout de nos jours avec le Web 2. Il y a beaucoup de JavaScript. Mais oui, NoScript est une bonne extension pour éviter de charger trop de choses. Il faudrait qu'il y ait un principe d'équivalent fonctionnalité sur les autres navigateurs. Alors, c'est possible. De nouveau, la force de Firefox, c'est que tout le monde peut lire le code, donc tout le monde peut écrire une extension qui modifie le comportement de manière beaucoup plus intéressante. Tous ces navigateurs, pour améliorer la sécurité, ils ont intégré un mode navigation privée. Ils le vendent comme le Graal pour votre vie privée. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait Ça rend la navigateur plus ou moins amnésique. Ça rend, alors ça c'est très juste, ça rend le navigateur amnésique. Il y a effectivement plein d'informations qu'il ne va pas sauvegarder. Tout ce qui est historique, il ne va pas le sauvegarder. Tout ce qui va charger, les images qu'il va les charger, il va les mettre dans une zone où il va les oublier après. Tout de suite, au moment où vous fermez la fenêtre. Il va oublier ces informations. Et surtout, il va isoler du fonctionnement une partie... pas tous les Safari ne le fait pas, mais globalement en navigation privée, typiquement, ils n'ont pas accès aux cookies. Ils ont accès à, de nouveau à une zone de cookies très temporaire qui sera oubliée à la fin. Avec Safari, il a accès aux cookies, enfin, mode navigation privée qui fonctionne un petit peu différemment. Mais voilà, ça permet effectivement de rendre le navigateur amnésique. C'est Stanford qui a lancé une étude sur ses étudiants et qui a découvert que le mode navigation privé était à 98% utilisé que pour consulter des sites d'adultes et non pas des sites marchands comme nous l'a vendu Microsoft dans sa pub télé pour acheter une bague de fiançailles. Pardon ? C'est pour pas laisser de traces quand on surfe au bureau, oui. On en laisse quand même, pas dans le navigateur, alors là on parle uniquement de l'approche navigateur. Ça laisse des traces ailleurs, mais effectivement. Ça permet déjà de limiter les... Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser des proxys gratuits, privés, comment être par rapport au trafic? Oui. Oui, alors là, oui, il y a des possibilités. Vous pouvez Tous les... des proxys propres, en guillemets? Alors vous en trouvez tout plein. Alors, Il y a des milliards de proxys, mais lesquels? Alors après, voilà, là on se concentre sur le navigateur, mais effectivement, si on sécurise que le navigateur, on n'a pas assez sécurisé. Internet, ça passe par tout un tas d'intervenants qui peuvent sauvegarder votre requête avant le navigateur. Et donc là, c'est le sujet d'une autre conférence. Mais effectivement, après, il y a des réseaux, il y a des proxys comme Tor ou des proxys même que vous pouvez aller sur Internet, payer des accès en réseau privé qui vous permettent de plus permettre à la personne en face de vous localiser,
Souvent, ils enlèvent quelques en-têtes ou des choses comme ça pour limiter l'empreinte du navigateur. Ils enlèvent des informations pas utiles. Ça permet de limiter le fait de pouvoir vous reconnaître ou les traces que vous laissez, mais sur le réseau, pas dans le navigateur cette fois. Là, c'est un autre sujet. La méthode la plus efficace de navigation privée, ça reste... c'est pas la plus pratique, mais c'est la plus efficace. Là, il n'y a personne qui sait ce que vous regardez sur votre écran. Alors, des petits conseils comme ça. Donc oui, vous pouvez utiliser plusieurs navigateurs. Ça se fait. Vous utilisez Chrome pour lire vos emails, vous utilisez Firefox pour faire vos recherches. Si vous n'êtes pas connecté sur le même compte, ça peut brouiller les pistes. Vous avez le droit. Enfin, à vous de voir comment vous compartimentez la chose, mais ça reste une option pour être moins facilement traçable. Donc bien choisir votre navigateur, c'est la chose importante. Vérifier les options du navigateur. On va aller faire le tour des options tout de suite. Mais on en a déjà parlé. L'historique. Les cookies. Le mot de passe. Les mots de passe, on n'en a pas parlé, mais... les mots de passe dans le navigateur, ça semble être une bonne idée, c'est très pratique. On dit enregistrer le mot de passe, quand on vient sur le site, ça revient. S'il y a un problème dans le navigateur, une faille de sécurité, il y a tous vos mots de passe qui partent avec. C'est un petit peu dangereux. Alors je vous déconseille de sauvegarder les mots de passe dans le navigateur. Et il y a une magnifique option qui est apparue il y a 2 ans, qui s'appelle le Do Not Track, DNT, à peu près 2 ans. Et en fait, c'est une option dans le navigateur, dans les en-têtes, il va rajouter une option qui dit au site « Merci de ne pas traquer ma demande ». On peut espérer que ce soit écouté. Alors, le fait de le cocher, vu qu'il n'est pas activé... sur Internet Explorer, il est activé par défaut. Du coup, les sites n'en tiennent plus compte quand on vient sur Internet Explorer. Parce que vu qu'il est activé par défaut, ils peuvent suivre plus personne, donc ça les arrange pas. Donc du coup, ils en tiennent plus compte de cette notion quand on va avec Internet Explorer. En général, voilà. Sur les autres navigateurs, il faut aller la cocher. Et le fait de la cocher, ça rend votre requête encore un peu plus unique. Donc il y a des pour, des contre. Et on peut espérer que le site écoute notre requête, mais il n'y en a aucune garantie qu'il le fasse. Vous allez voir les options du navigateur. Voilà, donc Firefox a un joli onglet qui s'appelle Vie privée, qui nous intéresse vraiment. Donc on a, voilà, la première option, c'est le Do Not Track. Indiquer au suite que je ne souhaite pas être pisté. Donc si on coche, il va rajouter cette en-tête. Oui, ça marche. Do Not Track. Il y a justement l'historique. Est-ce qu'on veut le conserver ou pas? Et quand on tape dans la barre d'adresse, on peut choisir s'il va chercher dans l'historique, dans les marque-pages ou dans les onglets. On coche ce qu'on veut pas. Et si vous lui dites de ne pas stocker les cookies, à Firefox, si vous lui dites de ne pas stocker les cookies, de ne pas stocker l'historique, de pas... En fait, il va rentrer dans un mode de navigation privée constante. Vous ne pourrez plus rentrer en navigation privée parce qu'il y sera tout le temps en fait en mode de navigation privée. Ça c'est intéressant. Voilà les mots de passe. Peut-être décocher la coche, enregistrer les mots de passe. Le user agent, c'est possible de le changer? C'est possible de le changer, c'est pas forcément une bonne idée. Comme ça, on est plus traqué, quoi. Ah, on est toujours traqué, ça change, du coup vous brouillez les pistes entre votre vrai user agent et l'autre. C'est bon? Non? Ça brouille un peu les pistes, mais le fait d'avoir un user agent différent, vous allez quand même avoir
avec des extensions qui vont peut-être pas correspondre à votre Jira Advanced. Vous allez rendre votre signature très unique quand même. Ce qu'on avait au début, là, Oui. c'est qu'on mettait des deuxièmes versions qui étaient plus utilisées couramment. Si on a un outil comme ça, on a moins de risques dans Oui, mais le plus utilisé, c'est lequel? Ça change très vite sur Internet. Donc actuellement c'est Google Chrome version machin, mais il faut suivre, il faut le mettre à jour, c'est compliqué. Ah, parce qu'en fait, chaque fois qu'on met à jour en fait, le navigateur, automatiquement ça change de user agent. Oui, mais si vous le changez, plus automatiquement. Donc, si c'est plus le... Ah, ouais. Oui. Dans l'hypothèse d'une machine, imaginons que sur l'environnement logiciel, on ait fait en sorte qu'elle soit totalement anonyme. Donc je dirais que trace, vérification. Existe-t-il des moyens plus intermèdes de pouvoir néanmoins prendre une trace de type hardware qui ferait que cette machine serait partiellement compromise, qu'il faudrait changer des composants, par exemple des composants réseau, pour pouvoir à nouveau l'anonymiser? Il y a quelques adresses hardware qui pourraient traverser, mais normalement, le réseau actuel, de nouveau, il n'y a pas assez d'adresses IP dans le range actuel. Donc on a mis en place des mesures pour continuer ça. L'environnement hotspot, Standard, normalement, c'est anonymisé par le NAT. je pense que c'est la partie MAC adresse. Voilà, c'est la partie hardware qu'en IPv6 par exemple on aurait l'accès à la MAC adresse. Ils ont donné que les MAC adresses, normalement, ça passe le réseau principal. Oui, mais pas le NAT. Le réseau local, dès que tu sors, on ne sait plus qui tu es, tu es l'adresse IP. Non. Oui, c'est ça. Actuellement, oui, c'est anonymisé par le réseau, mais c'est pas dit que ça dure, c'est pas une situation. Alors, c'est sur pas- un plan ouais. réseau, oui, mais est-ce que la question c'est est-ce que depuis un site web, il est possible de lancer une requête pour pouvoir aller chercher cette information? Auquel cas elle est véhiculée sur la couche applicative et on va capturer pour l'utilisateur Tartampion, parce que l'adresse s'étend et que donc il peut réinstaller sa machine tant de fois qu'il veut, de toute façon on finira toujours par savoir que c'est sa machine. Je pense Ça pas. c'est quelque chose qui existe. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient été aussi loin. Puis les infos pourraient être truquées. Il faut voir aussi ce que, voilà, ça, protocole, tu peux pas tout prendre. Ouais, mais tu pourrais- Je veux voir le répertoire de langage, tu peux pas tout faire. Au final, Il y a le navigateur a des sécurités. Bon, le fait que tu as accès à trop d'informations depuis le. Ouais. Voilà, donc attention aux extensions que vous installez. Il y a des extensions très pratiques, mais qu'on sait qu'ils rapportent des données à quelqu'un. C'est pas toujours. en genre, Adblock, plus. On sait qu'ils rapportent les sites visités. Edge aussi. Enfin, il existe des stockages, il me semblait que c'était la question. Moi je pense que c'est micro-bloc. Voilà. Ouais, j'en parle juste après. C'est exactement la même chose, mais en logiciel libre. Alors, il existe des analyses, des gens qui ont analysé les extensions et qui rapportent ce qu'elles font, si elles augmentent le trafic ou pas. je pense que déjà même le fait même qu'on le dise aujourd'hui, peut-être que tu seras sensible et tu te diras, ah ouais, avant que je fasse ça, je sais pas que tu vas le faire, mais moi tu diras peut-être que tu vas chercher sur... Tu cherches le nom de l'extension sur Internet, puis tu trouveras des avis de gens qui ont analysé le comportement plus en détail. 3 extensions rapidement pour nos recommander. Donc effectivement, microblock, on va changer les majuscules. Donc c'est uBlock, voilà. C'est exactement le même concept qu'AdBlock, sauf que tout le code est en logiciel libre, donc il n'y a pas de mécanisme de report des sites visités. Privacy Badger, donc lui va plutôt lutter contre les images intégrées. C'est-à-dire que si vous dites que vous voulez pas que les pouces de Facebook iLike apparaissent, il va bloquer sur tous les sites les requêtes avant que ça parte chez Facebook, il va bloquer l'information. C'est un projet de l'EFF.
Il y a Ghostery qui fait la même chose en propriétaire, mais voilà, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Il pourrait reporter. Oui. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Oui. Privacy Badger, ce qui est bien, c'est qu'il vous rend responsable de la manière dont vous voulez être traqué ou pas. Voilà. C'est-à-dire, avec Privacy Badger, je vais le dire de manière très grossière, vous pouvez casser Internet. C'est-à-dire, vous allez tout bloquer et il n'y aura plus rien qui s'affichera. Donc, prenez, en utilisant Privacy Badger, il faut prendre conscience de qu'est-ce qu'on bloque et analyser qu'est-ce qu'on bloque et pourquoi on le bloque. C'est pour ça que Privacy Badger est génial. Il vous rend responsable vraiment de la manière dont vous utilisez Internet. C'est pas trop compliqué parce que là, ce que tu dis, ça fait presque peur. Mais Ouais. c'est juste. Bah, en fait, la base marche bien, puis après vous pouvez rajouter, dire voilà, ça vous avez laissé passer Facebook cette fois, tu lui dis la prochaine fois, tu recommences pas. Il n'est pas du tout utilisable parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a bloqué, c'est juste des URL critiques. Et c'est pas par rapport à Ghostery où on sait que c'est de l'analytics, de la pub, du social. Il y a des petits progrès à faire. Par contre, Ghostery, il a un tracker à l'intérieur. Voilà. C'est le problème. Soit on a quelque chose d'utilisable, facile à utiliser, mais qui reporte la Ghostery, soit on a Privacy Badger qui fait pareil, mais qui est inutilisable pour quelqu'un qui peut apprendre. Voilà. Qui doit apprendre. Ouais. Dans nos stories, il me semble des cochons Ghostery. Non, même en décochant, il y a toujours. Mais après, il suffit de changer son fichier host pour Oui. qu'elle ne parte pas. Ça devient technique. ça m'en un peu de... Voilà, et puis KeePass pour sauvegarder ses mots de passe à l'extérieur du navigateur et éviter les problèmes de sécurité. Et en plus, vous pouvez plus facilement changer de navigateur si un jour vous n'êtes pas content. Vous gardez vos mots de passe. Qu'est-ce que vous pensez de LastPass? C'est propriétaire. Si c'est pour qu'il remonte les mots de passe. Si c'est, ouais, voilà. Là, j'ai pas étudié s'il y a une remontée d'informations, mais ce serait très gênant dans ce genre de programme. Donc là, j'ai vraiment pas assez confiance dans le logiciel propriétaire pour lui laisser mes mots de passe. Il existe d'autres solutions. KeePass est très avancé, marche très bien. Mais voilà. Oui. Elles sont alors compatibles avec tous les navigateurs. Il faut regarder sur le site KeePass. Typiquement, c'est le programme général et pour chaque navigateur, il y a une extension différente. Il y a FoxPass, ou je sais plus, KeyFox ou un truc comme ça pour Firefox. Il faut regarder chaque extension à son petit. Chaque. Des fois, c'est un peu différent. uBlock marche sur tous. Privacy Badger, il me semble, en tout cas Chrome et Firefox. Ouais. Et KeePass, il existe pour beaucoup de versions. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, le navigateur seul ne suffit pas. Il faut passer par. Il faut aussi penser qu'on laisse des traces sur le réseau. Tor marche très bien. Il y en existe d'autres, mais voilà. Oui, ça marche aussi pour les journalistes. Ça peut aussi marcher pour toi, pour ton utilisation quotidienne. Mais, ouais. Il faut sécuriser le réseau aussi pour que ce soit un ensemble cohérent et pas que le navigateur. Voilà. Installer le navigateur, installer Firefox dans une version porteur. Je crois que Mozilla a introduit ça chez Portal Apps, version standalone. Ouais. Je parle de Windows. Oui. Ça ne touche pas au registre. Ah, les versions portables. On les trouve facilement sur Internet, sans trop de soucis. Il y a Framasoft qui les distribue aussi, des versions portables. Une question que je me pose, donc, sur le jeu, Oui. pour désinstaller un programme portable. Ah bah il n'est pas installé un portable. Il n'est pas installé, mais Il n'est pas à désinstaller vu qu'il n'est pas installé. j'ai vu que vous connaissez RegShot, qui indique que c'est ça Ouais. la Les mouvements. situation de registre avant et après installation. Je remarque avec
Là, il a quand même besoin de stocker quelques informations. Maintenant, c'est pas une installation proprement parler. Justement, je vais dire, pour nettoyer ce qui s'installe en plus parce que pour désinstaller un programme installé, pour le seul, vraiment installé dans le catégorie, Oui. je cherche quelque chose. On peut peut-être en parler après sur le stand. Parce que... Voilà.